Dans la vidéo précédente, nous avons traité la classification des équations aux dérivées partielles. Dans cette vidéo, nous allons traiter le premier type, les équations elliptiques. Les équations elliptiques sont représentées par l'expression générale suivante, avec un discriminant delta négatif. Les équations différentielles partielles de type elliptique exigent des conditions aux limites de type Dirichlet ou Neumann sur un contour fermé. Et pour les résoudre, nous allons suivre la même procédure que nous avons établie pour les équations différentielles ordinaires. Les exercices que nous allons résoudre ensemble aujourd'hui sont les trois suivants. Mais avant de commencer, je veux vous parler de la discrétisation multidimensionnelle. Lorsqu'on a traité les problèmes en une dimension, la discrétisation était sur un seul axe, avec un seul indice i. Pour repérer la variable inconnue, ici t, il suffit d'indiquer juste le numéro de son indice, ici par exemple t3. En deux dimensions, on aura besoin de deux indices pour repérer la variable inconnue t. Un indice i pour la variable x et un autre indice qu'on va appeler j pour y, car x et y sont des variables indépendantes, si vous vous rappelez de la vidéo précédente. En trois dimensions, on aura besoin de trois indices pour repérer la variable inconnue t. I pour la variable x, j pour y et l pour z. La variable indépendante t, le temps, est indiquée par l'indice k, généralement placé en haut de l'inconnu. On va voir un exemple lorsqu'on traitera les équations paraboliques dans une vidéo prochaine. Le premier problème qu'on va traiter est régi par l'équation différentielle partielle suivante. Elle est appelée équation de Poisson, nommée après celui-là, et non pas celui-là. Vous pouvez vérifier que c'est une équation elliptique. Les conditions aux limites, toutes de type Dirichlet, le pas est imposé et est égal à 0,5 dans les deux directions. On va l'appeler h. Le problème est en deux dimensions, on aura besoin de deux indices pour repérer la variable inconnue t. Un indice i pour la variable x et un autre indice j pour y. Les conditions aux limites nous donnent explicitement les valeurs des inconnues sur le contour fermé, c'est-à-dire les valeurs en vert. Pour les valeurs dans les coins, on va prendre la moyenne des deux conditions aux limites. Les seules valeurs inconnues sont ici t22 et t32, indiquées en rouge. La deuxième étape dans le processus de la résolution est l'approximation de l'équation différentielle. Les mêmes schémas développés pour les équations ordinaires, c'est-à-dire à une seule variable, restent valables pour les équations aux dérivées partielles à plusieurs variables. Schéma descendant, ascendant, centré, pour la première et la deuxième dérivée. Il faut juste ajouter un indice. Pour notre exercice, on va adopter le schéma centré pour les deux dérivées, la première par rapport à x et la deuxième par rapport à y. Puisque la première est dérivée par rapport à x, l'indice j reste constant. Et puisque la deuxième est dérivée par rapport à y, c'est le i qui doit être constant. Les pas delta x et delta y étant tous les deux égaux à h, donc on peut écrire ça, qui peut être simplifié davantage à ça. En réarrangeant les termes qui se ressemblent, ici on a juste 2, on obtient l'équation approximative globale. Le calcul de l'inconnu t ij ne dépend que des éléments à droite, à gauche, de celui en haut et celui en bas. Les autres nœuds n'ont aucune influence sur le calcul du nœud en cours ij. C'est un moyen puissant pour la vérification de la validité de l'équation. L'application de l'approximation sur les nœuds internes, donc T22 et T32, nous donne deux équations avec les deux inconnus. L'application des conditions aux limites nous donne ce système qui peut être représenté sous forme matricielle par ça. Donc je vais tricher et utiliser MATLAB pour la résolution et on trouve les deux valeurs T22 et T32. L'exercice numéro 2 est similaire au précédent, sauf que l'équation est homogène, c'est une équation de Laplace, nommée après celui-là et non pas celle-là.
et que la deuxième condition à la limite droite est de type Neumann, ce qui va compliquer un peu les choses. La condition de type Neumann à droite peut signifier par exemple que la frontière droite est isolée, donc le flux de chaleur est nul, comme elle peut signifier symétrie. Les pas ΔX et ΔY sont aussi imposés et égaux à H, ce qui nous permet la discrétisation suivante. Donc en examinant la discrétisation, le nœud T3.1 appartient en même temps à la limite soumise à la température fixe de séquente et celle avec un flux nul. La même chose pour le nœud T3.3 qui appartient à la limite maintenue à 100 et à la limite droite. Je vais me simplifier la vie un peu. Je vais les choisir comme des valeurs connues, c'est-à-dire T3.1 égale à 50 et T3.3 égale à 100. Ce qui me laisse avec deux valeurs inconnues seulement, T2.2 et T3.2. L'équation différentielle est un peu plus simple à approximer que l'exemple précédent. Donc avec les mêmes schémas, c'est-à-dire centrés, je vais obtenir l'équation qui peut être simplifiée, puisque le h est différent de 0, à ça. Donc on obtient finalement l'équation algébrique approximative valable au nœud intérieur du domaine. Pourquoi je dis intérieur? Parce que l'application de cette équation sur le nœud T3.2, avec son terme Ti plus 1J, va nécessiter un nœud qui n'existe pas. Donc on réserve l'application de l'équation approximative au nœud central T2.2. Et pour le nœud à l'extrême droite, on va appliquer la condition aux limites à droite du flux nul. Donc un flux nul ou un axe de symétrie est interprété par une dérivée normale dans la direction x qui est égale à 0. Donc avec un schéma descendant, puisque la limite est à droite, on obtient cette équation. Donc en l'ajoutant à l'équation appliquée au nœud central, on obtient un système de deux équations à deux inconnues, qui peut être simplifié et représenté sous forme matricielle pour obtenir les deux valeurs suivantes. Le fait que les deux valeurs soient égales est logique, surtout si on considère la condition à droite qui représente un axe de symétrie. L'idée du dernier exercice est simplement l'introduction des valeurs explicites. Ici la fonction p de x, y. Le maillage ressemble à celui du premier exercice. L'équation approximée est celle-là. La première dérivée est approximée par un schéma centré, la deuxième de même, et la valeur explicite est remplacée par sa valeur nodale, discrète. Donc le reste est classique, et avec une valeur de k égale à 1, donc on obtient ce système simple, qu'on peut représenter sous forme matricielle et ensuite résoudre par MATLAB. Donc nous avons approximé P de x par sa valeur nodale Pij. Si c'était x par exemple ou y, donc on les aurait approximés par des valeurs aussi nodales xi, yj. Ceci conclut cette vidéo sur les équations elliptiques. Donc à la prochaine.